C'est bon la cagoule là? Tu filmes? Tu me corriges si je dis des bêtises, hein. Tu t'appelles Cyril, t'as 28 ans, Si tu le dis. tu viens d'une famille qui a émigré dans la région il y a une soixantaine d'années, et t'es fils unique. Certainement. Et nous, on t'a découvert au travers de tes textes qui ont été publiés dans les revues littéraires Borborigme et Charogne, et plus tard, totalement par hasard, par tes courts-métrages qui ont été diffusés dans quelques festivals et qui ont même reçu des prix. Oui, mon capitaine. Alors, on t'a d'abord contacté, puis on a échangé des mails, et quand on a voulu te rencontrer, vraiment, là, plus de réponse. Et tes proches nous ont dit, en fait, que t'avais disparu pendant plusieurs jours. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Je suis allé accoucher de mon jumeau maléfique. C'est-à-dire? Bah, je sais pas trop en fait. Tu vois, il y a 2 3 jours, il y a une dame qui m'a retrouvé, pas très loin, dans les hauts de la ville, dans les bois. Et j'étais complètement désorienté. Et c'est la première chose que je lui ai dite quand elle m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit, je suis parti accoucher de mon jumeau maléfique. J'avais un bouquin de Artaud dans la main et il me manquait une chaussure. Et t'en sais pas plus? Non. J'avais 2 ou 3 égratignures, mais bon. En même temps, c'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre de truc. Il y a 2 ans, je crois, les gens du coin m'ont retrouvé. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu en plein milieu des champs, en train de hurler. C'est cool, hein? Non, mais au fond, je pense que c'est juste un espèce de délire à la Brel, quoi. Je jette des pierres vers le ciel en criant Dieu est mort. Puis en faisant ça, tu vois, c'est comme si tu essayes de déchirer cette espèce de tissu d'absurdité, comme cette espèce de membrane, tu vois, qui est un peu autour de nous, comme ça, qui nous entoure. Tu as mentionné Artaud et Brel. Est-ce qu'en tant que créateur, et on pourra revenir sur ce terme d'ailleurs, tu as d'autres références quand tu te mets à... Ben oui, évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va dans tous les sens, hein. Je peux te parler de Oscar Niemeyer, je peux te parler de Zladisław Beksinski, je peux te parler de John Fante, je peux même te parler de Alexandre Astier. Mais au fond, tu vois, ce que je trouverais plus intéressant, ce serait que tu me demandes pourquoi j'ai pas aimé ce que sont devenus certains. Je pense par exemple à Jean-Michel Basquiat ou à Nikita Safal. Puis bon, après, tu vois, des gens comme Jacques Demy, c'est pas. Non, non, alors partons plutôt sur autre chose. Dans Prêter la corde, tu évoques un personnage qui sait, comme tu l'écris, un peu cramer les ailes. Et on a eu l'impression, nous en tout cas, qu'il réapparaissait souvent, d'une manière ou d'une autre, dans tes compositions. Alors, est-ce qu'il y a un sous-texte là, au-delà de la mythologie? Ah, non, non, non. Non, non, non. C'est un vrai type. Ce gars, il était au lycée en même temps que moi. Il était un petit peu plus âgé que moi. Et il était complètement à côté de la plaque. Et en même temps, un gars brillant. Je pense un des gars les plus brillants qui soit jamais entré dans ce bâtiment. Mais tu vois, il se pointait à un cours sur 3. Il en avait rien à foutre de ce que les profs disaient. Et en même temps,
Ils s'en tiraient toujours avec les meilleurs résultats de la classe. Et même pas pédon. Pas du tout pédon. Juste pas dans le même espace-temps que nous. Et donc, ce gars, il traverse ses quelques années de lycée, il fait pas trop de vagues, à part ce caractère je m'en foutiste. Hein. Et au bac, il se pointe en tongs, en chemise hawaïenne, avec son verre à la main, à moitié bourré. Avant d'entrer dans la salle, il pose son verre, avec le petit parasol et tout. Hein. Et il a cartonné, absolument partout. Genre, gros doigt au prof, du genre, je rentre, je baisse ta sœur et je me casse. Tu vois, une attitude. Et en même temps, le mieux, c'est que personne n'a rien osé lui dire, puisqu'il a cartonné absolument partout. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce type? Il s'est suicidé, quelques semaines plus tard. Bah tu sais, moi mes parents, quand j'étais petit, ils ont jamais voulu m'amener au zoo. Ils avaient peur à cause d'une histoire qu'ils avaient entendue, c'était un chimpanzé ou un gorille, je sais plus, qui s'était échappé de son enclos, puis qui avait tué un petit gosse de 5 ans. L'histoire horrible, devant tout le monde. Mais moi j'ai toujours trouvé leur crainte complètement injustifiée, parce que moi, j'aurais jamais fait de mal à un gosse. Tu as fait la moue quand j'ai parlé de toi comme un créateur. Ouais, parce qu'au fond, je sais pas comment t'expliquer ça. Je crée des choses, ça c'est clair. Mais moi, tu vois, j'ai pas tellement une attitude ou une posture. Si je devais me définir, je me définirais vraiment comme un ahuri. Le type stupéfait, qui passe un peu pour un crétin parce que il comprend rien à ce qui se passe autour de lui. Et pour essayer de mettre un peu de sens, il fabrique des trucs. Mais au fond, je crois que c'est toujours les mêmes choses en fait qu'on ressasse. Je crois qu'on recrache toujours les mêmes trucs. Alors justement, est-ce qu'on peut parler d'obsession dans ton travail? C'est vrai que, alors, il y a des sons, des mélodies, des mots ou des phrases qui rentrent, puis qui ressortent pas, quoi. Mais je te parle d'un vrai blocage, hein, avec des répétitions, des boucles, des loops, un truc que tu peux pas contrôler. Ça me fait penser, tu vois, c'est comme ces, tu vois, ces personnages de jeux vidéo bloqués, tu vois, comme ça, ou alors, ouais, ouais, voilà, c'est comme si t'étais coincé sur une espèce de chaise à bascule, tu vois. T'es là, t'es dans le mécanisme, puis ça tourne encore, et puis t'as aucun moyen de t'en sortir, tu vois. T'aurais des exemples? Alors pour moi, le pire, c'est la chanson Au suivant de Jacques Brel. Ça raconte l'histoire d'un espèce de bordel plein de militaires. Donc t'as tous les soldats qui font la file donc, pour aller aux putes. Et depuis le début, il y a ce motif qui est là.
c'est un espèce d'à-coup. Tu vois, ta, 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 au suivant. Ta, 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 au suivant. J'avais cette boucle dans la tête dont j'arrivais pas à me débarrasser et que je ressentais vraiment, que je ressentais physiquement. Ta, 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 au suivant. Alors j'ai essayé de chanter autre chose, j'ai essayé d'en trouver d'autres, tu vois, pour la faire partir, mais rien à faire. C'est comme si j'avais plongé dans un truc. Ouais. C'est comme si j'avais plongé dans le bassin des obsessions les plus horribles ou je sais pas. Et j'étais non pas hanté, mais bien habité par cette chanson. Tu vois, ta, 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 au suivant, ta, 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 au suivant, encore et encore. Ouais, c'était horrible. Ouais, c'était vraiment horrible. Et toi, du coup, tu penses que tu peux transporter combien de pigeons un jour normal? Mais toi, tu penses que tu peux transporter combien de pigeons un jour normal? Et c'est spécifique à la musique, ce genre de blocage? Ah non, ah non. J'en ai toute une série comme ça. Par exemple, il y a le carré Sator. Je sais pas si tu connais. C'est un genre de carré magique avec un palindrome à l'intérieur. Tu vois, c'est ces mots que tu peux lire de gauche à droite et de droite à gauche. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Et tu peux le lire aussi de haut en bas, de bas en haut. Tu peux même le lire comme un serpent, tu vois, qui se déploierait le long de la forme. Et ben ce truc-là, ben c'est pareil. Ça m'a bouffé des journées entières. Et t'arrives à en faire quelque chose de ça ou c'est du pur poison pour toi? Alors ça, je peux pas vraiment te... Bah, ça transparaît, c'est sûr. Enfin, non, ça transparaît. Dans les deux ou trois trucs que j'arrive à construire. Mais ce qui est très clair, par contre, c'est que les histoires qui me viennent, ça c'est juste irréalisable. C'est pas... tu peux pas les rendre concrets, c'est impossible. Ça c'est clair. Et ça, c'est lié à des choses vraiment intimes ou même pas forcément? Euh, pas forcément, non. Bah, je peux t'en raconter une si tu veux. Évidemment, on est preneur. Ok, alors, ça fait des années que je pense à cette histoire, qui pourrait autant être une nouvelle qu'un film, pourquoi pas une composition. Enfin, voilà, je sais pas encore. Et ce serait un type qui, depuis un moment, a l'impression, chez lui, d'être observé depuis chaque angle de pièce par une espèce de créature qui se tapit un peu toujours dans la pénombre, et il pense que c'est la folie. Mais avec une majuscule, hein, la folie. La folie peut personnifier, quoi, qu'il le guette. Et quand il marche dans la rue, surtout la nuit, bah il a aussi l'impression d'être suivi. Alors non plus par cette créature, la folie, mais quelqu'un qui est lui-même. Parce qu'à force, il s'est planqué au coin d'une ruelle pour reconnaître son potentiel assaillant, et il a remarqué que c'était lui. Il pense que c'est son passé qui le traque en fait. Du coup, le gars se dit qu'il doit être prêt à affronter ses démons, et il va s'entraîner. Et il commence à s'entraîner au zoo, en face des éléphants. Pourquoi les éléphants? Parce que ce sont justement des animaux hyper imposants, tu vois. Mais, en fait, ils sont hyper fragiles psychologiquement. Donc il se dit qu'il doit s'entraîner comme ça, pour défier ce qui vient. Et là, t'as une montée en puissance de sa psychose et tout. Alors,
Il commence par acheter que des meubles en noyer, parce que c'est un bois qui est assimilé au diable. Il arrête de parler à un de ses amis qui a été défiguré par un accident de la route, parce qu'il se dit que c'est un espèce de message du genre plus personne te reconnaît, t'as changé, t'es plus comme avant. Ensuite, il commence à ressentir des brûlures au creux de ses mains et aux chevilles, et du coup il se dit que c'est les stigmates du Christ. Alors du coup il balance tous ses meubles en noyer, enfin voilà voilà. Et au bout d'un moment, pour essayer de calmer le truc, qui s'emballe grave quand même, eh ben il décide de se rendre dans une de ces, tu sais, de ces pièces où t'entends rien. Là. Chambre acoustique. Oui, voilà voilà. Et du coup il s'y rend. Et puis il y a cette espèce de mythe qui dit que tu peux pas y rester plus de quelques minutes parce que soi-disant t'entends tous les bruits de ton corps, enfin bref, je sais pas quelle connerie. Et lui, il ressort en panique au bout de 10-15 minutes parce qu'il aurait entendu une femme hurler à la mort. Dans la chambre, hein, où il est censé être seul. Putain, mais aide-moi! Mais ça finit quand même sur une note assez légère. Parce qu'en fait, le héros, enfin si on peut appeler ça un héros, eh ben, il se rend compte que tout ça, c'était comme un espèce de chemin initiatique pour lui faire découvrir un espèce de secret qui est qu'en réalité, le paradis promis par l'islam n'est pas vraiment vert. Et le twist, un peu à la fin, c'est qu'on apprend que, en réalité, il est daltonien. Donc, voilà, ça finit quand même sur une note un peu absurde, quoi.